Deuxième moment pour discuter de cette attaque contre le droit de savoir, la liberté d'informer, une liberté fondamentale, comme vient de l'expliquer Élise Lucet, autour donc de cette proposition de loi en urgence absolue pour verrouiller le secret des affaires. Alors là, nous allons en parler avec 3 représentants d'ONG et d'organisations non gouvernementales qui sont au cœur de l'expérience de la société et qui peuvent raconter comment, si cette loi passe, qu'est-ce que l'on ne pourra pas savoir, qu'est-ce qu'elles-mêmes connaissent, qu'elles révèlent par leurs enquêtes, sera caché. Alors nous sommes avec Lorraine Bouneau, vous êtes déléguée générale de Transparency International. Quel est le rang de la France aujourd'hui dans Transparency International ? 23e. 23e. L'indice de perception de la corruption. Indice de perception de la corruption. Tout à fait. Donc, loin derrière d'autres grandes démocraties. Même si, bon, on peut quand même dire qu'il y a eu des avancées ces dernières années, mais pas suffisantes en tout cas à ce jour pour se prévaloir d'une place un peu meilleure, on va dire. Et est-ce qu'on peut dire du point de vue de Transparency International que beaucoup des avancées qu'il y a eu ces dernières années, le parquet financier, les hautes autorités, des lois sur la corruption et ainsi de suite, sont liées au fait, non pas parce que les politiques l'ont demandé, mais parce que des révélations dans la presse ont montré qu'il y avait de la corruption? Il y a eu les deux. Je pense que de toute façon, sans mobilisation citoyenne, il n'y a pas suffisamment de pression pour mettre à l'agenda politique certaines mesures qui doivent être votées. Sans volonté politique, malheureusement, la mobilisation citoyenne, parfois, reste vaine. Donc, c'est les deux, finalement. C'est un mouvement convergent vers une idée que la corruption aujourd'hui et l'impunité n'a plus lieu d'être. Alors en face de vous, il y a Laura Rousseau de Sherpa qui se mobilise aussi, je dirais, sur ce qu'on appelait dans le passé les rapports Nord-Sud, c'est-à-dire ce qui est au cœur aussi de comment de l'argent est détourné, un échange inégal. Nous allons reparler, par exemple, d'une grande entreprise comme Bolloré et de son rapport à l'Afrique. Je crois que Sherpa est partie civile dans ce dossier aussi, non ? Sherpa n'est pas partie civile sur le dossier qui a été... qui lui vaut sa garde à vue sur les ports africains. Mais effectivement, nous avons été souvent confrontés au groupe Bolloré et nous avons d'ailleurs été victimes ensemble. Mediapart et Sherpa, ensemble, la procédure Bayon. Rappelez, pour montrer ce que ces puissances économiques sont capables de faire. Alors, les poursuites Bayon sont actuellement systématiques. Par exemple, en ce moment, l'ONG Sherpa, de nombreuses plaintes sont portées à son encontre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que des groupes comme Bolloré, des groupes très importants, qui font des millions d'euros de bénéfices, portent plainte contre des ONG, des journalistes, des médias, dès lors que l'on informe, dès lors que l'on dévoile des secrets qui les dérangent. C'est un moyen de nous faire taire, parce que ça nous met une pression psychologique, financière, que nous ne sommes pas capables d'assumer. Et ils font preuve d'énormément d'imagination pour nous attaquer, pour nous poursuivre, pour nous bâillonner. Et voilà, donc souvent c'est des procès en diffamation, mais ça peut être également l'atteinte à la présomption d'innocence, du dénigrement. Voilà, ils sont extrêmement imaginatifs. Et c'est pour cela, d'ailleurs, mais on y reviendra, que nous sommes extrêmement inquiets avec cette proposition de loi secret des affaires, parce que ça pourrait leur offrir un nouveau moyen. Un nouvel outil. Un nouvel outil, voilà, pour nous attaquer et pour nous faire taire. Pour ceux qui nous écoutent, on peut raconter quand même, c'était une journée et demie d'audience. Vous étiez poursuivis, nous étions poursuivis, pour simplement avoir dit qu'au Cameroun, mais aussi au Sierra Leone et dans d'autres pays, il y avait des mouvements citoyens qui protestaient contre l'accaparation des terres. Parce que le groupe Bolloré, c'est les ports, c'est le transport, les trains, avec parfois des accidents d'ailleurs dramatiques, et puis c'est l'accaparation des terres, en l'occurrence pour l'huile de palme. Et donc des collectifs de paysans protestent et tout. Donc c'est comme si on rendait compte, il y a une grève dans la SNCF, il y a des grévistes qui manifestent, et ils voulaient simplement dire, nous interdire d'en faire état. D'en faire état, débauche de moyens, le bâtonnier
venus du Cameroun, les témoins qui en privé nous disaient qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et une bataille terrible, c'est-à-dire c'était simplement une vision dictatoriale de l'information, c'est-à-dire l'information qui dérange, elle ne doit pas exister. Tout à fait. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que nous sommes poursuivis en justice, mais dans certains pays, les personnes ne sont pas poursuivies, elles peuvent être malheureusement assassinées, et c'est comme ça qu'on les bâillonne. Bien sûr. Donc, emprisonnées ou de partir en exil. Il faut faire extrêmement attention. Et... Il faut rappeler que le Cameroun, les liens sont avec un président il n'était pas président il y a 50 ans, mais il était déjà à la présidence. C'est-à-dire les Camerounais vivent avec M. Paul Biya depuis un demi-siècle. Oui. Et enfin, sur ces procédures Bayoum, il faut aussi, sur ces poursuites Bayoum, il faut aussi noter que ça touche à la fois donc les journalistes, les médias, les ONG, mais aussi les chercheurs. Ça touche donc toute une série d'acteurs de la société civile. Et heureusement, certains collectifs, comme le collectif On ne se taira pas, sont là pour essayer de trouver des moyens et en tout cas dénoncer ces poursuites qui nous font taire. Alors, à vos côtés, Martin Pigeon, alors vous êtes chercheur et militant au Corporate Europe Observatory, qui est CEO en bon anglais. Et justement, ça va nous permettre avec vous de revenir au cœur du sujet et au point de départ, la directive européenne de juin 2016 sur le secret des affaires. Est-ce que vous pourriez, parce que vous en êtes un bon connaisseur, nous raconter un peu sa genèse, d'où elle vient, quels sont les lobbies? On sait tous, c'est même codifié qu'il y a des lobbies actifs au Parlement européen. Comment naît cette directive? Comment elle est élaborée? Et justement tous ces aspects techniques et tous ces pièges. Je vais commencer là où vous avez terminé la discussion précédente sur pourquoi refuser de restreindre le champ d'application de la loi. Il se trouve que aux activités commerciales concurrentielles, exactement. C'est-à-dire, on a un texte dont la justification est la lutte contre l'espionnage industriel, contre les méchants chinois et les méchants américains. Entre parenthèses, c'est la NSA, le gouvernement chinois. Bon courage pour les inculper. Bon, passons. Grâce à un autre lanceur d'alerte, Edward Snowden, oui, on a vu que les arguments sécuritaires étaient faits pour espionner les alliés sur le terrain commercial. Absolument, absolument. Les principaux perpétrateurs de l'espionnage industriel sont les gouvernements. Voilà. Donc, mais passons. À partir du moment où on a un texte dont la vocation est de lutter contre l'espionnage industriel, pourquoi ne pas le circonscrire à ce contexte, qui est un contexte de concurrence déloyale, qui était d'ailleurs la façon dont précédemment la France et un certain nombre d'autres pays se saisissaient du problème. Ça existait déjà, la pénalisation des pratiques de concurrence déloyale. Il y avait des trous, tout n'était pas parfait d'un point de vue de protection des informations confidentielles, ça existe aussi. Le salarié qui part avec votre liste de clients, ça existe aussi. Mais là, on n'est pas dans un cas comme ça. Pourquoi ? Parce que c'était une demande absolument centrale des lobbies qui ont fait pression sur la Commission pour rédiger ce texte-là, c'est d'adopter une perspective de propriété intellectuelle et non pas de droit de la concurrence. D'ailleurs, c'est intéressant. Quand j'ai fait une enquête assez longue sur toute la phase du lobbying en fait industriel à destination de la Commission. Au début, la première réponse de la Commission, c'était de dire ah oui, tiens, harmoniser la protection du secret des affaires, pourquoi pas on va réfléchir en passant par le droit de la concurrence. Et le lobby dit non, on veut pas ça. Et ça a duré comme ça 1 an et demi, pendant lesquels il y a une espèce de zone grise comme ça. Enfin, la chef d'unité qui avait eu la bonne ou la mauvaise idée, selon la perspective, de répondre à leurs demandes de cette manière, est partie, elle a été mutée, et donc ils se sont mis en cheville avec quelqu'un d'autre, avec un nouveau venu, qui était beaucoup plus sensible à leurs arguments et qui a accepté d'adopter justement une perspective de propriété intellectuelle pour se saisir de ce problème-là. Et on est resté avec ce cadre jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un texte qui en fait génère un flou considérable en réalité. C'est un texte qui amène énormément d'incertitudes. Ça va prendre 10 ans à la jurisprudence au niveau européen de fixer quelles sont les marges de manœuvre. D'où l'enjeu des versions nationales, du coup. Absolument. S'il est flou, les versions nationales deviennent d'autant plus importantes. Oui, avec un caveat quand même, qui est que si le législateur national transpose d'une façon qui est contradictoire, par exemple, avec le cadre européen, s'il sort du cadre, le juge national peut se référer au cadre européen pour revenir. Donc, c'est pas si simple. Mais il y a beaucoup de zones grises, de zones d'ombre, en fait, de flou, simplement. Typiquement, par exemple, qu'est-ce que c'est que la principale cible du texte, ce sont les employés.
Il est prévu dans le texte, parce que les employés sont les principales sources d'informations sur les secrets d'affaires. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand un salarié, par exemple, est poursuivi par son ancien employeur, parce qu'il est allé à la concurrence, par exemple. Dans le texte, il est écrit que les employés sont protégés dans le cas où, pour citer de mémoire, c'est pas exact, mais où leur travail est dans les circonstances normales, honnêtes. Enfin, c'est des mots qui vont prendre beaucoup de temps en fait à être fixés. Qu'est-ce que c'est Il est passé à la concurrence, mais dans un cadre loyal, pas dans un cadre secret, combinard ou. C'est-à-dire qu'en fait, il emporte avec lui des choses qu'il a légitimement apprises sur son lieu de travail. Il emporte son savoir-faire, sa connaissance, exactement, etc. Exactement. Mais ce n'est que du cas par cas. Et donc, comment est-ce que le juge va pouvoir, disons, séparer la personne qui a appris un tour de main qui est unique à cette entreprise et qui va l'utiliser ailleurs, de quelqu'un qui part effectivement avec un fichier qui est très sensible? C'est pas simple. Ça va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont les victimes de ce flou juridique, ce sont nous, ce sont les associations, ce sont vous, les journalistes, ce sont les employés, parce que les principales cibles, encore une fois, de ce texte, ce sont les employés, les cadres en particulier. C'est d'ailleurs pour ça que le syndicat au niveau européen qui menait la mobilisation pour les syndicats, c'était Eurocadre, c'était le syndicat des cadres. Parce que les cadres sont ceux qui sont dans l'entreprise, qui ont le plus d'informations susceptibles de passer à l'ennemi. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il est normal, en tout cas il est habituel que dans la plupart des contrats de travail pour les postes à responsabilité, vous ayez justement, pour anticiper ce problème-là, des clauses de non-concurrence. Donc tout ça est quand même déjà pas mal bordé. Donc un dernier point pour pas être trop long, pourquoi est-ce que ceci arrive maintenant ? Les lobbyistes en question ont approché la Commission européenne en 2011, au moment où les États venaient de reprendre les dettes des banques et où la crise économique battait son plein. Donc les arguments habituels de croissance et d'emploi, disons, avaient un peu plus de poids que d'habitude. Mais on est aussi dans un cadre international. Il faut comprendre qu'un texte très comparable est, au même moment, passé aux États-Unis. Donc on se retrouve avec une tentative. Est-ce que ça va se passer? Je ne crois pas, mais avec une tentative, en tout cas, d'harmonisation de fait du cadre réglementaire de protection des secrets d'affaires aux États-Unis et en Europe, à un moment où on était en plein de la négociation du TAFTA. Du traité transatlantique. Oui. Voilà, du traité transatlantique. Libre-échange. Exactement. Donc tout ça est un peu tombé à l'eau. Je crois que le travail qu'on a mené au niveau européen d'essayer quand même de limiter un peu les dégâts, de cadenasser un peu les exceptions, fait que le texte européen est meilleur que le texte américain, qui est une catastrophe. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... En quelques mots, en quoi il est meilleur par rapport au texte américain? Il y a des exceptions, déjà. Il y a des exceptions. Voilà, il n'y a pas d'exception, c'est verrouillé totalement. Non, au niveau américain, c'est extrêmement drastique. Enfin, vous avez, je crois, une exception... je me souviens plus exactement laquelle, mais en tout cas, on est vraiment pas au même niveau. Mais est-ce que la directive s'est traduite dans des législations nationales déjà ailleurs qu'en France? Oui, et alors c'est contrasté. Au Danemark, par exemple, ça y est, ils ont bien transposé. C'est-à-dire que vous avez notamment le syndicat national des journalistes qui a fait campagne et qui a fait en sorte que l'ensemble de la liberté d'expression et d'information soit complètement exclu de manière très claire. Alors qu'est-ce que vous attendez, les sénateurs et les députés, là? On ne peut pas être aussi bien que les Danois? Non, mais je dis ça comme ça, s'ils nous écoutent. Bon, on pourrait, tout à fait. Je croyais que c'était En Marche, votre histoire. En Marche. Bon, enfin bref, continuez. Voilà. En Angleterre aussi, alors ça c'est pas fini, mais en tout cas, le projet de transposition est plutôt très mauvais. Plus ultra-libéral du côté du business, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Sauf que là, pour eux, c'est très grave parce que dans 2 ans, même moins maintenant, ils sont plus dans l'Union européenne, les Anglais. Et donc, ils ne pourront plus se référer au cadre européen. Donc, c'est pour ça que la transposition nationale qu'ils vont faire maintenant est super importante. Et il y a une mobilisation très importante de la presse, des syndicats et des associations pour essayer de limiter les dégâts. Parce que c'est ce qu'on fait tous depuis qu'on a découvert ce texte, en réalité. Alors, à propos de limiter les dégâts, Lorraine Bouneau et Laura Rousseau, est-ce que vous pourriez nous dire quelle bataille vous avez menée par rapport en tant qu'ONG, en tant qu'association, quel lobbying vous avez fait auprès de nos parlementaires, les députés et puis sénateurs? Est-ce que vous avez été reçus? Est-ce que vous avez été écoutés? Ou est-ce que les corps intermédiaires ne comptent pas et les associations ne comptent pas, comme on l'a vu dans d'autres domaines, par exemple la question des migrants? Déjà, pour revenir un petit peu aux éléments de contexte que Martin posait, l'insécurité juridique, elle existe déjà dès la directive, effectivement. Le jour même du vote, le processus s'est déroulé de manière assez normale par ailleurs au niveau européen. C'est des processus de consultation qui sont d'ailleurs beaucoup plus transparents et beaucoup plus réglementés que dans certains cadres nationaux.
où il y a des consultations pour le coup citoyennes. On peut contribuer à une plateforme en ligne, on peut déposer ses amendements, ses prérogatives, etc. Donc, comparé, on va y revenir au contexte dans lequel la transposition en France se déroule, on est moins bien loti pour le coup. Mais cela dit, le jour même du vote de la directive européenne, on a eu des parlementaires de différents bords, d'ailleurs, au Parlement européen, qui nous ont téléphoné, Transparency International, et pour nous relayer leur inquiétude sur justement la protection des lanceurs d'alerte, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille depuis bientôt 15 ans, et avec des interprétations différentes pour les 3 parlementaires qui nous ont contactés, 3 interprétations différentes du texte lui-même. Donc déjà en soi, c'est quand même un petit peu déstabilisant. Insécurité juridique. Voilà, insécurité juridique où on voit bien que des acteurs qui pourtant sont très outillés pour le coup, suivent ces textes depuis longtemps, depuis 2 ans, sont en difficulté le jour même du vote en se disant est-ce que finalement voilà mon interprétation, moi je trouve que ça protège très bien les lanceurs d'alerte, moi je trouve au contraire que ça ne protège pas les lanceurs d'alerte et moi je ne sais pas. Voilà, donc on a eu 3 avis différents. Après, ces insécurités et ces inquiétudes, elles se sont retrouvées au moment de la transposition effectivement dans les différents corpus juridiques nationaux. Et des inquiétudes qui étaient assez similaires finalement dans plusieurs des pays. Par exemple, ma collègue aux Pays-Bas a soulevé les mêmes inquiétudes qui ont été les nôtres avec la coalition, c'est-à-dire on a une définition quand même trop large et trop imprécise de ce qu'est le secret des affaires. Donc pour tout, ça peut couvrir tout, on l'a rappelé tout à l'heure. Alors voilà, dans quelle mesure certaines informations, si tant est, il y a des fondements économiques à cette directive, il y a des informations qui sont confidentielles pour l'entreprise, qui ont vocation à le rester, parce que autrement, effectivement, ça les met dans des positions de concurrence, ça les met en difficulté, on va dire, en termes de concurrence internationale. Mais il y a d'autres informations qui sont pourtant confidentielles, mais qui sont d'intérêt général. On l'a vu notamment à travers du panel précédent. Et ces informations-là, on a le devoir, certains journalistes, certains lanceurs d'alerte, de les révéler. Donc une définition trop large et trop imprécise, c'était d'ailleurs les mots même du sénateur, du rapporteur du texte au Sénat en France, qui lui-même disait la définition est trop large et trop imprécise, en parlant du secret des affaires. Des insécurités aussi sur la charge de la preuve, à qui il incomberait de finalement prouver que on est de bonne foi, qu'on révèle ces informations de bonne foi et que ces informations sont d'intérêt général. Et puis une troisième insécurité qui est effectivement la menace au droit à l'information, qui est ce que vous avez traité juste auparavant. Et ce sont exactement ces inquiétudes que, par exemple, il y a quelques semaines, ma collègue des Pays-Bas, de Transparency International, a soulevées auprès des parlementaires. Donc on retrouve finalement ces mêmes mécanismes d'insécurité juridique et ce besoin de clarification. Donc ça a vraiment été ça pour nous au départ, et au départ de cette mobilisation, c'est nous avons besoin de clarifier ce texte. En l'état, il nous met dans une situation où nous ne sommes pas sûrs de ce qu'on pourrait dire aux éventuels lanceurs d'alerte que nous protégeons, enfin en tout cas que nous accompagnons. Nous, c'est le cas à Transparency. On fait des guides. Montrez-le, le guide pratique du lanceur d'alerte. Voilà. Donc si vous voulez être lanceur d'alerte, vous allez sur le site de Sherpa et vous trouvez le guide pratique pour vous protéger. Aussi, j'espère, mais de Transparency. Pardon, de Transparency. Excusez-moi, Sherpa est à côté. Excusez-moi, c'est Transparency là. Mais Sherpa peut le partager d'ailleurs. De Transparency. Mais donc voilà, c'est dans quelle mesure on sera capable de pouvoir suffisamment et précisément les renseigner. Donc ça a vraiment été ça à l'origine notre mobilisation. Alors justement, on va passer à Sherpa. Même question pour vous, Laura Rousseau.
dans cette bataille, quel type d'amendement avez-vous proposé? Quelle démarche avez-vous faite? Comment avez-vous été reçu? Pour comprendre, encore une fois, sur des questions qui nous concernent tous, hein, tout ça débarque, procédure d'urgence absolue, proposition de loi, j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'avis du Conseil d'État pour voir la conformité avec des textes fondamentaux, pas d'études d'impact, donc c'est au bulldozer, hein, je répète pour la troisième fois, c'est pas en marche, c'est en force, bon, et donc, c'est le refrain. Bon, et donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous avez pu faire? Quelle a été votre marge d'action? Avez-vous été écouté? Par qui et comment? Alors, bon, il a fallu aller très vite à cause de cette procédure accélérée. Sherpa fait partie de la coalition Stop Secret des Affaires. Comme la pétition que nous vous invitons à signer. Exactement. Et dans le cadre de cette coalition, nous avons agi par deux moyens. À la fois en faisant ce qu'on appelle du plaidoyer, lobbying auprès des députés et des sénateurs. On leur a proposé de différents amendements. Des amendements, on va dire, qu'on portait en priorité pour restreindre le champ d'application de la loi. Pour que cette loi ait pour but vraiment de protéger les entreprises contre des actes de concurrence déloyale, mais pas de laisser la possibilité de poursuivre des ONG, des journalistes, des travailleurs qui dévoilent des informations pour d'autres raisons. Voilà. Donc ça, c'était les amendements qu'on proposait en priorité, qu'on soutenait en priorité, et nous avons déposé une vingtaine d'autres amendements pour, ici et là, corriger des imperfections de la loi sur le sujet, effectivement, voilà, des lanceurs d'alerte, sur la problématique des poursuites Bayon. En fait, le texte de loi tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale a prévu des sanctions civiles en cas de procédure dilatoire ou abusive. Et donc, selon le député Monsieur Gauvin, ces sanctions civiles permettent de protéger et de protéger donc par exemple les ONG contre des éventuelles poursuites Bayon. Or, les sanctions, il faut savoir qu'on prévoit 60 000 € de sanctions en cas de poursuite Bayon. J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment peur au groupe Bolloré, 60 000 € d'amende. Par ailleurs, et là c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'au Sénat le texte a été adopté, mais les sénateurs ont supprimé cette sanction civile prévue en cas de procédure dilatoire ou abusive. Donc maintenant il y a même plus de protection en cas de poursuite Bayon. Voilà, tous ces sujets-là, il y en a énormément d'autres, on pourrait y revenir, mais on a essayé de conseiller les députés, de conseiller les sénateurs, de leur expliquer les problématiques, de corriger les inquiétudes, de la proposition de loi. Et certains députés nous ont écoutés, certains députés ont déposé nos amendements, les amendements que nous proposions, mais ils n'ont pas été adoptés. Pour aller un peu plus loin sur ce que dit, et rejoindre ce que dit Laura, c'est que d'un côté, finalement, on a eu la suppression au Sénat des sanctions civiles qu'elle évoquait, 20% de dommages et intérêts. C'est des poursuites abusives. Voilà, 60 000 € pour la personne physique ou morale qui donc serait à l'origine de manœuvres dilatoires, de procédures Bayon, comme on les appelle. Et d'un autre côté, en plus, on fait de l'excès de zèle en créant une infraction pénale, 3 ans d'emprisonnement, 375 000 € pour violation du secret des affaires. Ce qui n'était même 3 ans d'emprisonnement. Et en fait, ils ont remis en fait l'amendement de Ferrand il y a 3 ans en fait. Exactement. Et donc, c'est bien la volonté du pouvoir exécutif, c'est bien ça. Alors non, c'est la volonté là pour le coup au Sénat qui est portée par le Sénat parce que c'était contre l'avis par ailleurs du gouvernement et contre l'avis de la majorité. Donc c'est plus compliqué que ça. Plutôt par le côté et la suppression des sanctions civiles par ailleurs. Les sanctions civiles avaient été introduites par le rapporteur à l'Assemblée nationale, donc par la majorité.
la suppression a été le fait du Sénat. Donc on peut espérer, et c'est là où il y a aussi de l'espoir, c'est qu'on peut espérer que quand ce texte va revenir en commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'il va faire l'objet de négociations, c'est une sorte de négociation confidentielle. Voilà, ça va revenir. Alors, la plupart des procédures sont publiques. Il y a des vidéos, on peut les suivre en ligne. On peut, voilà. Donc, j'invite d'ailleurs tous les citoyens à se connecter et à se mobiliser générale. En signant la pétition. C'est quand le rendez-vous de cette commission mixte paritaire? C'est quand? Alors, on a le 17. Bon, c'est mi-mai. C'est mi-mai. Donc, il faudrait. On en est à combien de la pétition en ligne? On est à plus de 500 000. Bon, il faudrait passer le million là. Mais et effectivement, le gouvernement, contre l'avis du gouvernement, il y a eu la suppression donc de ces sanctions civiles et il y a eu l'instauration de cette infraction pénale. Et là, il y a vraiment un excès de zèle parce que déjà le Conseil d'État ne recommandait pas d'introduire une infraction pénale. Il n'y avait pas de nécessité particulière parce que notre droit commun prévoit déjà en fait des possibilités de sanctionner pénalement certains vols de secret. Donc vraiment là, bon, c'est inutilité complète de ces dispositifs et la suppression de ces sanctions civiles qui peuvent être des éléments de dissuasion pour ceux qui veulent effectivement bâillonner certains organes de presse. Martin Pigeon, vous disiez pas si inutile que ça dépend pour qui. Bah, oui, enfin, on parle de. Est-ce que il y a 3 ans, donc Monsieur Richard Ferrand, qui à l'époque était au groupe socialiste. C'est l'homme qui contrôle la majorité parlementaire. Oui. Bon, à l'époque, il était rapporteur du projet de loi dit Macron et il avait introduit, ce qui était d'ailleurs une tentative de faire pression de la part du gouvernement français au niveau européen. Il avait introduit en fait les principaux éléments de la directive déjà pour transposer anticipativement avant que ce soit adopté au niveau européen pour faire pression. Et il avait recommandé effectivement 375 000 € d'amende, 3 ans de prison, avec un doublement de ces peines-là en cas d'atteinte aux intérêts essentiels économiques de la France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon courage. Est-ce que quand Greenpeace par exemple envahit une centrale et prend un plan qui traîne par exemple, ça fait quoi? Ça veut dire 700 000 € d'amende et 4 ans de prison, c'est pas sérieux. Heureusement, d'ailleurs, je tiens à saluer encore une fois la mobilisation du collectif Informer n'est pas un délit, qui à l'époque avait réussi à faire tomber cet amendement-là, qui était un amendement scélérat, clairement. Et je savais pas. Il est revenu. Oui, il est revenu. Je savais pas que le Sénat l'avait réintroduit. Et il faut bien, pour tous ceux qui nous ont pris en route, parce que là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute, que quand même de quoi il s'agit. Leur définition, on dit, c'est très très général. C'est d'ailleurs une définition tautologique. C'est-à-dire, c'est secret parce que c'est protégé. Parce que vous savez pas. Oui, c'est ça. C'est secret parce que l'entreprise a décidé que c'est secret. Puisqu'il y a 3 caractéristiques. C'est une information qui n'est pas en elle-même généralement connue ou aisément accessible. Donc voilà, tout le monde n'est pas au courant. Deuxièmement, et ça c'est intéressant comme formulation, elle revêt une valeur économique effective ou potentielle du fait de son caractère secret. Donc le secret fait le secret, voilà. Et légitime le secret des affaires. Et enfin, elle fait de l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables. Donc au fond, celui qui dit qu'est-ce que couvre le secret des affaires, c'est celui qui dit dans son entreprise, ça c'est secret. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que ça couvre tout le champ. Tout le champ. Et quand on voit, et là je voudrais vous poser à tous les 3 une question, pour voir, répondez franchement, est-ce que vous me trouvez excessif si je dis quand même, alors qu'on est dans une situation où depuis la crise économique de 2008, depuis l'ensemble des Paradise Papers, Malta Files, LuxLeaks, etc., on a vu toutes ces révélations sur la face cachée de l'économie mondiale. Est-ce que cette offensive quand même, ne soyons pas naïfs, quelles que soient les possibilités de marge qu'on a, n'est pas tout simplement que ce monde-là est en train de verrouiller, d'essayer par des politiciens complaisants de verrouiller des secrets illégitimes, car nous avons vu depuis 10 ans, y compris dans la crise des subprimes, qu'il y avait des combines financières cachées. Est-ce que c'est pas tout bêtement une opération de verrouillage pour faire leur business? Je parle très directement. Si je peux répondre directement à ça, pour moi, il y a un journaliste économique américain qui avait joliment résumé l'affaire. Ce sont des multinationales qui paniquent à l'idée de la concurrence. C'est pas uniquement contre les journalistes, c'est surtout contre leurs concurrents. Ces gens-là qui viennent vous parler de la concurrence, du grand large, de la prise de risque, ils font comme tous les bons capitalistes, ils veulent garder leur monopole. Donc ils veulent qu'il y ait une concurrence non libre et faussée. Ils veulent qu'il n'y ait pas de concurrence du tout, et ils veulent un bon gros péage avec rien que.
Voilà, ça c'est le capitalisme à la française, mais pas que. C'est le modèle Vinci, quoi. Allez, continue. Mais pour aller un peu plus loin, politiquement, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'attitude du gouvernement, et notamment du président Macron. La stratégie européenne de Macron, c'est de dire il faut lutter contre ce qu'il appelle les démocraties illibérales. Qui sont effectivement les démocraties, enfin les démocraties d'ailleurs non, enfin une démocratie illibérale c'est un oxymore, mais comme par exemple qui sont ultra-libérales économiquement, mais qui ne se préoccupent pas des libertés politiques. Justement non, la Hongrie d'Orban, la République tchèque de Babiš, la Pologne du PiS, ce sont des économies monopolistiques avec des oligarques qui contrôlent des pans entiers de l'économie. Il n'y a pas du tout de concurrence, c'est pas du tout une société néolibérale. Par contre, c'est des sociétés dans lesquelles ce genre de texte sera très utile pour cadenasser le statu quo. Vous disiez, vous ne compreniez pas la position. Alors je ne comprends pas parce que Macron. M. Macron essaye de rassembler autour de lui. Alors peut-être que ce n'est que de la gesticulation politique, mais je pense que c'est un peu plus sérieux que ça. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais il essaye, en tout cas politiquement, c'était le sens de son discours au Parlement de Strasbourg lundi dernier, de dire il nous faut lutter contre les démocraties libérales, il faut défendre les valeurs de l'Europe. Et qu'est-ce que c'est que ce texte? Qu'est-ce que va faire ce texte? Juste le contraire. Il va au contraire faciliter le durcissement de ce type de régime et compromettre assez gravement l'exercice des libertés fondamentales potentiellement dans nos pays. Que veut-il faire? Est-ce que c'est ça le en même temps ou j'ai pas bien compris là? Lorraine Boulot, vous vouliez réagir? Oui, je vais peut-être tempérer un peu vos propos, Monsieur Plenel, mais déjà, il y a quand même des vraies inquiétudes et des vraies anxiétés de certains acteurs économiques, et notamment pas forcément les plus gros, des PME, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont pas forcément équipées pour pouvoir faire face à un environnement concurrentiel parfois très sauvage et à l'âge de la cybersécurité, du digital, et de tout ce qu'on peut voir que ça, voilà, que toutes les inquiétudes que ça peut faire émerger. Après, il y a quand même eu aussi des avancées, des volontés politiques dans le sens d'une lutte plus accrue, à minima contre l'évasion fiscale, notamment. On en parlait avec Antoine Deltour juste avant. Mais il y a quand même l'échange automatique d'informations maintenant mis en place par les pays, par près de 90 pays, dont la France, pour permettre justement de lever des barrières qui existaient auparavant pour accéder à ce type d'informations pour les administrations et les autorités publiques. Il y a la velléité de certains commissaires. Je pense à la commissaire à la concurrence, Madame Vestager, qui a été quand même un petit peu incisive envers les grands, et notamment les grands GAFA, pour faire en sorte qu'ils puissent, en utilisant des biais un peu, de manière très intelligente d'ailleurs, de droit de la concurrence, pour finalement obtenir qu'ils puissent payer les impôts là où ils font des bénéfices et là où ils ont leurs activités. Et pour ce qui est de la France, vous le signaliez d'ailleurs au début de cet entretien, mais il y a quand même eu des avancées dernièrement avec la création notamment du parquet national financier, avec une procureure, Eliane Houlette, qui est quand même assez dynamique et assez investie de sa mission. Donc non, il y a quand même des avancées qui peuvent un peu tempérer. Mais vous voyez bien notre inquiétude, c'est-à-dire que il y a ces avancées, mais là, si ça passe, nous qui faisons beaucoup de révélations sur le monde économique, sur le monde des grandes entreprises, et qui ont un grand pouvoir sur la société, quand même, nous, journalistes, nous n'allons pas rendre compte de nos informations devant un tribunal de commerce. Mais tout comme... Nous sommes protégés par une loi fondamentale. Et donc, si ça, c'est en pratique, moi qui suis le directeur de Mediapart, 160 procédures depuis que nous existons, et avec parfois des procédures de ces grandes entreprises, je vais aller au tribunal de commerce. Je vais faire une défense de rupture. Je vais dire, moi, je ne réponds pas à un tribunal de commerce sur mon travail légitime d'information comme journaliste. Mais tout à fait, et d'où les besoins de donc c'est une vraie régression. Je veux dire, vous voyez bien, il y a des avancées, mais il y a des vraies inquiétudes, et en fait, de tous les acteurs. Et c'est pour ça qu'on s'est mobilisés aussi, nous, parce que et c'est ce qu'on disait au début d'entretien, il y a un problème de clarification. Mais pourquoi on n'arrive pas à les faire changer d'avis, à leur dire simplement, c'est limiter ça aux affaires commerciales, concurrentielles, et laisser de côté tout ce qui est de l'ordre du droit à l'information légitime. C'est une façon simple, c'est pas très compliqué, tout le monde peut comprendre ça. Pourquoi vous n'y arrivez pas, vous, Transparency, qui êtes raisonnable, factuel, pas particulièrement, vous renversez pas la table, vous faites les choses de manière concrète, pourquoi vous n'arrivez pas ?
À minima, là où on a obtenu un petit peu satisfaction, c'est dans les éclairages des débats, pendant les débats parlementaires, finalement, que ce soit la ministre, le rapporteur, et les deux rapporteurs d'ailleurs, pendant les débats à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ont réitéré le fait que les lanceurs d'alerte seraient bien protégés par la loi Sapin 2, donc qui est la loi qui a été adoptée en décembre 2016, qui offre un cadre de protection globale pour les lanceurs d'alerte en France, notamment suite à la mobilisation avec Antoine Deltour, etc. Donc ça, c'est finalement c'est une source de droit secondaire en fait que les juges pourront utiliser pour éclairer leur jugement. Donc c'est quelques éléments qui nous rassurent un petit peu, ou au moins on aura obtenu un petit peu satisfaction. Là où on n'aura pas dû encore obtenu satisfaction, et très clairement ça va être le prochain terrain de bataille mi-mai, ce sont les sanctions pour procédure Bayon. À minima, effectivement, de remettre, de réintégrer ces sanctions-là et des sanctions suffisamment dissuasives. Je réinsiste ma question, c'est que nous répondons devant un tribunal correctionnel dans le cadre d'une loi fondamentale qui protège le droit de savoir des citoyens, la loi de 1881 et toute sa jurisprudence. Vous voyez bien que si cette loi passe, elle permettra d'essayer de nous emmener dans un autre cadre, de contourner cette loi de 1881. Et votre collègue parlait effectivement de l'affaire Challenge versus Conforama et de la jurisprudence un petit peu inquiétante. Vous voyez bien, que contourner cette loi fondamentale, c'est commencer à ébrécher une loi fondamentale. Oui, et en plus, on est vraiment dans un dispositif de réaction. Enfin, la définition du secret d'affaires telle qu'elle est proposée par la directive et transposée à l'identique, elle vient de l'ADPIC. L'ADPIC, c'est l'accord sur la propriété intellectuelle qui était une annexe en fait au traité de 94 qui a créé l'Organisation mondiale du commerce. Donc ce texte a été rédigé 5 ans après la chute du mur de Berlin, à une époque où c'était la fin de l'histoire, où c'était c'est l'âge d'or du néolibéralisme. Donc il y a quelque chose d'assez anachronique en fait dans ce texte-là. Quand vous regardez l'étude d'impact de la Commission, il y a des choses surprenantes. Vous vous rendez compte que la majorité des entreprises, jusqu'il n'y a pas eu particulièrement d'augmentation des cas de vol de secret d'affaires dans les 10 dernières années, que la plupart des répondants finalement ne jugent pas particulièrement urgent de faire ça. Donc moi je pense que on était aussi, au moment où cette directive a été rédigée par la Commission, on était aussi dans un cadre de grande inquiétude économique, aussi de la part des entreprises. Il faut voir que les entreprises qui ont le plus poussé à ça, comme beaucoup d'entreprises françaises, par exemple Michelin, Alstom, mais aussi des entreprises étrangères, américaines, Nestlé, Nestlé c'est suisse, mais bon, ou General Electric ou Intel, qui étaient les mêmes qui poussaient d'ailleurs, vraiment les mêmes, et parfois les mêmes personnes qui poussaient aussi bien à Bruxelles qu'à Washington. On se retrouvait avec ces entreprises-là qui étaient en train de se faire tailler des croupières donc par des pays concurrents comme la Chine, mais aussi avec, vous savez que la dématérialisation de l'information pose des vrais problèmes aux entreprises de ce côté-là. Parce que quand vous regardez les leaks, oui, bien sûr. Sur une clé, on a ce qui mettait 3 vies d'archivistes. C'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous avez, je sais pas moi, les Pentagon Papers, c'est un type qui a passé une nuit à photographier, à polycopier. Maintenant, LuxLeaks, c'était déjà plusieurs centaines de documents. Les Swiss Leaks, là, avec Hervé Falciani, là, on est dans un disque dur où il y a enfin voilà. Donc, plus ça va et plus la fuite devient possible et techniquement facile. Un dernier point qui est marrant parce que c'est justement, encore une fois, je veux mettre un peu le président Macron devant ses contradictions. Il n'a que le mot innovation à la bouche. On a un cas pratique très intéressant aux États-Unis qui est l'évolution parallèle du Massachusetts et de la Californie. Au début des années 80, vous avez ces deux zones géographiques qui sont dans un même niveau de développement technologique. Vous avez le MIT d'un côté et vous avez de l'autre côté les balbutiements de la Silicon Valley, mais vous n'avez pas les mêmes lois en matière de contrat de travail. La Californie interdit, à peu de choses près, les clauses de non-concurrence, et donc les cadres et les techniciens peuvent changer de boîte très facilement. Et il se trouve que justement l'innovation, ça marche comme ça, par le mélange des idées, des expériences et des personnes. Or, de l'autre côté, le Massachusetts, il n'y a pas eu de Nicole Valley parce que il y avait ce dispositif juridique qui permettait justement d'enfermer les gens dans leur boîte. Où est l'innovation avec quelque chose qui cadenasse les gens dans leur entreprise? Je ne vois pas.
Et puis au-delà de ça, Allez, si je peux me permettre, rapidement. Effectivement, il y a un effet dissuasif en fait aussi à cette loi. Et c'est ça le problème, c'est que au-delà de l'insécurité qu'on a juridique autour de tout ça, c'est que les lanceurs d'alerte qui sont quand même à l'origine de la révélation de 40% des fraudes. Donc qui ont vraiment un intérêt en fait à agir et à révéler des faits qui sont des préjudices ou des menaces à l'intérêt général. Le taux de confiance des salariés, parce que souvent ce sont des salariés en interne à l'entreprise, ce taux de confiance envers l'entreprise, dans la capacité de l'entreprise de les protéger, est en train de chuter drastiquement. En 2015, entre 2015 et 2017, elle a perdu 24 points de taux de confiance des salariés vis-à-vis de l'entreprise. Donc avec cette loi, il y a aussi un effet d'autocensure et un effet dissuasif qui fait que, est-ce que vraiment je vais aller me risquer à aller révéler des faits si finalement ces faits peuvent être couverts éventuellement par le secret des affaires ou non. Si je peux une vision un peu caporaliste comme ça, voilà. C'est très étrange. Laura Rousseau, je vous laisse le dernier mot de cette table ronde. Juste deux choses, parce que tout à l'heure vous demandiez pourquoi on n'arrivait pas justement à adopter aux députés nos amendements sur la restriction du champ d'obligation. Tout simplement, les députés nous répondent qu'avec les dérogations qui sont prévues, il n'y a aucun problème, nous sommes protégés. Elles sont formulées comment, ces dérogations? Ce sont en fait le secret des affaires, la protection du secret des affaires est posée en principe, et les exceptions sont la liberté d'expression, la liberté d'information, et par exemple, justement, il va falloir aller le démontrer à chaque fois. Il va falloir le démontrer à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si on dit que ça ne concerne Exactement. pas, on n'a pas besoin d'y aller. Tandis que là, il faudra aller au tribunal de commerce, dire mais non, c'était la liberté, je vais vous le démontrer. Je ne sais pas si demain, l'association veut révéler des pratiques de corruption d'une société. Évidemment, avec une définition aussi large du secret des affaires, les informations, parce qu'on a besoin de dossiers solides, on a des informations concrètes, elles tombent dans le champ d'application du secret des affaires. Le simple fait qu'une entreprise puisse nous attaquer, encore une fois, on va avoir un petit peu plus, on va être effrayé, on va avoir plus de mal à faire notre travail. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième chose, encore une fois, par rapport à cette définition large de l'information protégée, ce qui nous inquiète, c'est par rapport à la loi sur le devoir de vigilance. La loi sur le devoir de vigilance, c'est une loi qui a été adoptée l'année dernière, qui a été un pas en avant énorme d'un point de vue droits fondamentaux, protection des droits fondamentaux, puisqu'elle impose aux entreprises importantes, de taille importante, d'établir des plans de vigilance et d'évaluer les risques et de les mesurer et d'organiser des mesures pour protéger, pour prévenir ces risques, voilà, dès qu'il y a une menace, d'atteinte aux droits fondamentaux, à l'environnement. Nous avons peur que cette loi secret des affaires permette aux entreprises de contourner leurs obligations liées à cette loi devoir de vigilance. Parce que la vigilance suppose la connaissance, Exactement. suppose le savoir, et si on ne sait pas... Voilà, d'autant que pour les multinationales passent en général par de nombreux intermédiaires, par de nombreux sous-traitants. Il faut les connaître, il faut savoir mesurer leurs risques, et pour ça, il faut et ça doit être publié. Ça doit être publié, ça doit être identifié. Sauf qu'avec le secret des affaires, peut-être que ces informations-là ne pourront pas être publiées. Voilà. C'est une autre inquiétude que nous avons avec cette proposition de loi secret des affaires telle qu'elle a été adoptée en l'état. D'autant plus, on va le voir tout à l'heure, que cette proposition de loi est accompagnée d'une autre en urgence absolue, qui est la proposition sur les fausses informations, qui élargit aussi le champ et qui fait que le juge, en référé, va être juge de la vérité. Nous allons le voir, donc ce qui est également un contournement, c'est deux contournements de la loi de 1881. Je rappelle, nous faisons notre travail, c'est notre code de la route. C'est notre code de la route. Il y a une séparation de l'Église et de l'État à un moment par rapport à ces histoires de vérité. Enfin, la vérité, c'est la religion, non? La vérité avec un grand V, oui. Mais c'est notre code de la route. Je rappelle juste, pour que chacun le comprenne, quand nous publions une information et qui dérange, on peut nous poursuivre en diffamation. Nous allons devant le tribunal. Nous apportons une offre de preuve, mais c'est très rare, très difficile d'obtenir une relaxe au nom de la vérité, justement, puisqu'il y a des procédures qui sont en cours. Donc, nous gagnons sur ce qu'on appelle la bonne foi.
légitimité du but poursuivi, sérieux de l'enquête, respect du contradictoire, absence d'animosité, absence d'excès dans l'expression, et ainsi de suite. Mais ça, c'est pas un tribunal de commerce qui va discuter de ça. Et là, nous voyons bien que ça alourdit, c'est ce que vous disiez, pour une ONG, totalement, ça fait pression.